Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce club de 28 minutes pour débattre ensemble de l'actualité de la semaine grâce au regard aiguisé toujours de nos clubistes et notamment sur cette taxation très Frenchy des multinationales que vient d'adopter à ce stade l'Assemblée nationale. Chaque année, environ 40% des bénéfices des multinationales sont délocalisés dans les paradis fiscaux. Il est de notre devoir d'assurer l'égalité devant l'impôt entre les multinationales et des petites et moyennes entreprises. Alors, est-ce une bonne option pour renflouer les caisses vides de l'État ou est-ce très court-termiste au risque de voir les grandes entreprises tourner les talons et quitter la France? On en débattra. Notre invité de la semaine, lui, est allé fouiller dans son coffre, alors pas celui de sa voiture, mais des avions de ligne, des gros porteurs qu'il pilote depuis des années. François Suchel s'est aperçu que sous les passagers frayaient des poissons, morts ou vivants, que des tonnes de roses s'y entassaient, ou bien encore que des chevaux pouvaient voler. Et puis, pour son histoire de la semaine, Frédéric Pommier reviendra sur une noce à Notre-Dame, bien plus, vous verrez, qu'un mariage royal. Voilà, vous avez un aperçu du sommaire de ce soir. C'est parti. Natacha Trio, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Frédéric Seyst. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à vous. Et à nos trois clubistes, bienvenue. Pierre Jacquemin. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Politis. Et à vos côtés, Géraldine Wessner. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef au Point. Et votre livre Les Illusionnistes est toujours disponible aux éditions Robert Laffont, Géraldine. Et Paul Menin à vos côtés, bonsoir, essayiste, Benjamin. écrivain. Bonsoir Paul. Votre livre « Et si le prochain président était un roi ?» Je ne m'en lasse pas de ce titre-là. Oui. Chez Mareuil. Vous voulez être le roi de l'info. Voilà, c'est ça, merci à vous, c'est ce que j'attendais chez Mareuil Édition. Et au pupitre, dessinatrice de presse, Marie Morel. Bonsoir Marie, ravi de vous avoir à nos côtés. Première actualité, Frédéric, eh bien, c'est la rencontre entre Trump et Xi Jinping qui ont mis de l'eau dans leur vin douanier. Oui, et l'Europe va-t-elle profiter de cette accalmie? C'est vrai que Donald Trump est reparti ravi de sa rencontre avec Xi Jinping hier. Le président chinois a accepté de relancer les livraisons de terres rares. Vous savez que la Chine dispose d'un quasi-monopole sur ces métaux indispensables, notamment à la transition énergétique et à l'industrie de la défense. En échange, Donald Trump a abaissé de 10 points les droits de douane sur les marchandises chinoises, une trêve commerciale en fait pour 1 an renouvelable. Voilà donc l'apaisement entre les deux premières puissances du monde, mais il manque quelqu'un sur la photo, les Européens. Les Européens, où sont-ils, Pierre Jacquemin? Est-ce qu'ils sont condamnés à subir, à regarder de loin les négociations entre Washington et Pékin? En tout cas, cette image donne l'impression qu'on est là face à une forme de fragilité en fait, du capitalisme mondialisé. Et c'est vrai que ce qui frappe à cette image, c'est l'absence des Européens. Et c'est vrai que l'Europe s'est construite sur un marché. On a envie de dire aujourd'hui, ce qui manque à l'Europe, c'est un projet politique. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, le politique ne peut plus rien. Et quand on voit aujourd'hui cette espèce de déferlante chinoise sur le marché français, y compris sur des produits d'ailleurs, dont on fait la démonstration chaque jour, que plus de 60%, je crois, des produits importés de Chine ne sont pas conformes aux normes européennes, ça pose question et ça pose problème. On a le sentiment qu'on a une espèce de fragilité ou de gêne à vouloir interdire un certain nombre de produits qui arrivent de Chine sur le marché européen. Et je trouve que c'est quand même assez paradoxal avec l'ambition qui devrait être une ambition politique de fermeture des frontières, ou en tout cas d'imposer, comme Donald Trump est capable de le faire d'ailleurs, d'imposer des taxes très importantes justement sur le marché américain. Et je trouve que l'Europe manque d'ambition politique. On ne devrait pas être qu'un marché, et je pense que c'est ça le principal problème. Il faut que l'Europe retrouve le chemin de l'Europe politique pour pouvoir produire elle-même ce que les Européens ont envie de consommer. Et influer sur le cours des choses. Mais évidemment, c'est ça qui est le plus terrible aujourd'hui. Géraldine Wessner, je vous voyais tiquer. Oui, j'ai l'impression. Ah oui, non, parce qu'en fait, l'Europe est dans une mouise, mais intersidérale. L'Europe politique, comme vous dites, a pris un virage écologique. Elle a fait le pacte vert et elle a des plans super, la moitié de son électricité d'origine renouvelable, interdiction des voitures thermiques que des véhicules électriques. Sauf que ça implique de multiplier par 8 notre consommation de terres rares. Vous savez, c'est ce qui fait les aimants, les panneaux photovoltaïques. Et d'où vient 98% de ces matériaux? Ça vient de Chine, qui a un monopole minier, un monopole sur le raffinage. Donc l'Europe, elle a voté des politiques qu'elle n'avait pas les moyens de faire. On pourrait, en Europe, produire à peu près 10-20%
de terres rares si on exploitait notre sous-sol, mais là on est à 0%, on ne fait rien. Et qu'est-ce que ça va être la mesure de rétorsion de Xi Jinping va dire aux Européens, vous voulez continuer avec cette politique, il faut continuer d'importer mes produits, vous allez absolument couper vos taxes qui sont aujourd'hui de 45% sur les véhicules électriques qui viennent de Chine. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Dans l'idée, sur le papier, ce serait super de se protéger, mais on s'est privé des moyens de le faire. Donc en fait, on est coincé. L'Europe n'est pas sur la photo parce qu'elle n'aurait rien à y faire, ni rien à y dire. Je vous propose d'écouter la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Elle est interrogée sur ce manque d'efficacité, entre guillemets, des Européens. Et pour elle, elle dit forcément, une dictature comme celle de Xi Jinping, c'est plus efficace que 27 pays européens. The fundamental problem is, on one side, countries that are able to take decisions by one-person executive orders versus countries where you only don't have 27 members, but you have 27 democracies that also have a domestic, issues. So we have debates. It takes a longer time. Voilà ce que dit la chef de la diplomatie européenne. C'est pas un peu paradoxal, Paul Melun? On nous avait dit que l'Europe à 27, c'était la puissance, c'était la force. Là, est-ce qu'elle se tire pas une balle dans le pied en disant cela? Ça fait longtemps qu'il y a un peu de publicité mensongère, de mon point de vue, du côté des hiérarques de Bruxelles. Cette chef de la diplomatie, elle a l'air de découvrir aujourd'hui l'eau tiède. Évidemment que 27 démocraties libérales qui, en leur sein, ont des parlements nationaux et qui ne sont pas tous alignés, intérêts différents, sont moins efficaces que, et là la photo est assez parlante, d'ailleurs on voit que Xi Jinping entouré du marteau et de la faucille, que les grands nationalismes. J'ai l'impression, si vous voulez, on est à une période de notre histoire où la force est au grand nationalisme. Le trumpisme est un nationalisme, le milléisme en Argentine est un nationalisme, Modi en Inde, Xi Jinping en Chine, Poutine en Russie. Un nationalisme européen? Ça ne veut pas dire qu'il faut un nationalisme européen, mais ça veut dire qu'en tout cas, les candeurs et la naïveté européenne du genre, nous, on va être le candidat, seulement le continent des droits de l'homme, de l'égalité, de la justice, des libertés et de l'écologie, et on va laisser la marche du monde sans nous, ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire que l'écologie, par exemple, s'oppose à la croissance économique. Regardez les Chinois, ils ont mis en place des grandes politiques écologiques et aujourd'hui, ils sont leaders dans le monde en matière d'énergie renouvelable, en matière de reforestation, et pour autant, ils sont très puissants. Mais je vous trouve quand même assez sévère, excusez-moi, avec l'Europe, parce que quand je vois les tarifs douaniers, 47%, la Chine va quand même payer 47%, elle est passée de 57% à 47%. L'Europe, c'est 15%. Donc, est-ce qu'elle s'est si mal battue, la présidente de la Commission européenne? Mais parce que l'Europe a tout fait à l'envers. Je veux dire, elle a décidé de politiques vertueuses sur des critères moraux. Et elle s'est dit... On comptera sur les autres pour avoir les moyens de nos politiques. On importe aujourd'hui notre propre vertu. On n'a plus d'usines, on n'a plus de terres rares. Et Pierre aussi, vous êtes d'accord avec ça, Pierre Jacquemin? En fait, il faut avoir conscience qu'on est quand même face à un capitalisme prédateur d'un côté qui est le capitalisme américain et un capitalisme d'État qui est le capitalisme chinois. Et je pense que l'Europe, c'est pour ça que je parlais d'Europe politique, elle aurait tout intérêt à inventer un autre modèle et une autre manière de consommer. D'abord, en fonction des attentes et des envies et des ambitions aussi des Européens, mais surtout pour construire un autre imaginaire aussi, un autre marché qui soit un marché attractif aussi à l'échelle internationale. On sait très bien que les produits français, les produits européens sont attractifs en Chine. Donc il faut savoir inventer de nouvelles règles qui puissent aussi peser dans le débat international. Carton rouge général pour l'Europe, si je comprends bien. Et Marie Morel, pour vous aussi, j'ai l'impression. Oui, alors fin du combat entre Xi Jinping et Trump, l'Europe de Van der Leyen sort lessivée sans avoir combattu. Ah oui, elle est bien à terre, mais elle a le sourire tout de même. Merci à vous, Marie. C'est le moment de votre duel de la semaine, Frédéric, et c'est pas banal. 2 encyclopédies ce soir, face à face. Absolument. À ma gauche, Wikipédia, l'encyclopédie en ligne collaborative, 7e site le plus visité au monde, créé il y a 25 ans par l'entrepreneur américain Jimmy Wales. À ma droite, Grokipédia, c'est son nom, créé il y a tout juste 4 jours pour concurrencer Wikipédia, créé par Elon Musk, le milliardaire libertarien, ancien proche de Donald Trump, accuse Wikipédia d'être biaisé politiquement. Il l'a encore répété tout récemment sur sa plateforme X. Wikipédia est contrôlé par des activistes d'extrême gauche. Voilà ce qu'il écrit donc sur son réseau social. Elon Musk promet que Grokipédia, de son côté, n'aura qu'un seul but, une seule devise, la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Alors comment réagit Jimmy Wales, le cofondateur de Wikipédia, quand il est dépeint de la sorte en activiste wokiste, gauchiste? Et évidemment, il réfute ces accusations. Il rappelle que Wikipédia, c'est l'œuvre collective de centaines de milliers de contributeurs bénévoles partout dans le monde qui amendent les articles, qui les enrichissent, qui les modifient. Bref, une activité
humaine, sans doute imparfaite, d'ailleurs on y reviendra, mais humaine. Un travail humain, c'est la grande différence avec le projet d'Elon Musk. Grokeypedia est uniquement alimenté par l'intelligence artificielle qui va en quelque sorte aspirer les contenus présents sur Internet, les hiérarchiser et les présenter comme des savoirs irréfutables. Et c'est bien ça qui inquiète le cofondateur de Wikipédia. I mean, you know, the thing about AI is it makes a lot of mistakes, hallucinates, so to speak, and you can't really trust it for most things. Voilà, derrière ce duel entre Wikipédia et Grokeypedia, c'est en fait le dernier épisode de la série La machine contre l'humain, entre guillemets. Alors je me suis amusé à chercher ce que chacune des plateformes dit l'une de l'autre. Sur Wikipédia, à propos du nouveau concurrent Grokeypedia, il est écrit « Certains contenus reflètent les opinions personnelles d'Elon Musk, proche du conservatisme, de l'extrême droite et du conspirationnisme ». Et dans l'autre sens, cette fois-ci, si on va voir sur la plateforme d'Elon Musk à propos de Wikipédia, il est écrit « Ce site fait l'objet de critiques persistantes concernant la fiabilité de ses informations, sa vulnérabilité au canular, ainsi que des biais idéologiques systémiques, notamment une orientation à gauche. » Oui, il y a aussi une autre différence de taille entre les deux encyclopédies. Oui, Wikipédia, c'est une fondation à but non lucratif, alors qu'évidemment, Grokeypedia, ça fait partie d'un vaste groupe marchand, celui d'Elon Musk, qui par ailleurs ne cache pas sa volonté de peser sur le débat public, pas plus que ses préférences politiques. D'ailleurs, encore cette semaine, il a soutenu publiquement le parti d'extrême droite allemand, l'AfD. Il ne fait donc pas mystère de ses préférences. Dès lors, est-il bien placé, Elon Musk, pour faire des leçons de neutralité sur Internet? Pas forcément, mais Géraldine Wössner, votre magazine Le Point a publié une enquête sur Wikipédia cette fois-ci, et vous y décrivez, vous y révéliez comment un petit nombre de contributeurs militant, très motivé, on peut le dire comme ça, pour le moins, va prendre le contrôle de certaines pages. Alors c'est ce que vous écrivez, mais est-ce que ça veut dire que vous auriez plus confiance dans l'intelligence artificielle de Grokeypedia pour vous renseigner? Non, parce que ce qui est dit ici est très juste. Ça va être bourré de biais. Les IA, elles hallucinent. Et l'IA, elle est aussi dépendante, elle ne fait que régurgiter des sources. Donc, en fait, ça dépend des sources que son algorithme lui dira de privilégier. Donc, bien sûr, ça va être bourré, ça l'est déjà, bourré de biais. Le robot n'est pas neutre par définition. Wikipédia n'est pas neutre non plus. Et ça, c'est l'enquête. Enfin, on l'a démontré. C'est quand on dit c'est des centaines de milliers de contributeurs, c'est pas vrai du tout. Pour ce qui concerne la France, en réalité, il y a un petit nombre, à peine quelques milliers, qui participent à peu près régulièrement. Et il y en a 200, 220 qui tiennent vraiment cette machine. Il se trouve qu'ils sont très majoritairement de gauche, voire d'extrême gauche. Et quand vous regardez les pages d'actualité, elles sont très fortement biaisées et elles désinforment aussi fortement. Pour certains pays d'Europe, d'ailleurs, c'était des groupes d'extrême droite qui avaient mis la main sur les pages Wikipédia. Donc, c'est pas lié à un parti, c'est simplement le fonctionnement même de Wikipédia se prête au détournement. Vous êtes d'accord avec ça, cette orientation idéologique Wikipédia, aussi du coup, il faut riposter par une autre orientation en tout cas, dans l'esprit d'Elon Musk, oui, puisque Elon Musk, lui, il est sur une bataille culturelle. Il se bat contre l'hégémonie culturelle wokiste, pour prendre un terme un peu simplifié, qui a existé pendant des années aux États-Unis d'Amérique, dans les universités, dans les médias, et effectivement via Wikipédia. Donc il crée son Wikipédia à lui, probablement avec son propre récit. Donc moi, je ne suis pas, si vous voulez, naïf au point de croire que la vérité va se trouver sur Grokeypedia. Évidemment que non. En revanche, la vérité ne réside pas non plus sur Wikipédia. C'est truffé de biais idéologiques. Dès que vous êtes, par exemple, universaliste, je prends juste un exemple, on vous traite d'islamophobe quasiment. Vous prenez les biographies de certaines personnalités en France, c'est effarant. Alors, ce qui est considéré comme des sources factuelles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la différence entre les deux? Est-ce que vous êtes plus méfiant que l'un que de l'autre ou pas? D'abord, il y a un projet individuel qui est celui de M. Musk, qui est de créer une plateforme qui va être la vérité de M. Musk, en tout cas qui va être détenue par des algorithmes qui vont aller dans le sens de la vérité détenue par M. Musk. Et puis de l'autre côté, il y a une plateforme qui est plus collaborative, alors certes parfois influencée par des gens de droite, d'extrême droite, de l'autre côté par des gens de gauche et d'extrême droite. Je ne dis pas que les deux ont la vérité, il y a sans doute un juste milieu entre les deux. En tout cas, ce que ça doit nous poser comme question à nous, c'est comment, notamment la jeune génération, agit, ou en tout cas se sert de ces plateformes-là pour obtenir des vérités ou obtenir une information juste vérifiée. Et je pense que c'est là où nous, on doit nous s'interroger, c'est sur l'apprentissage, sur l'éducation à la réception de l'information. Et c'est là où aujourd'hui le service public notamment, je pense, a un rôle majeur à dépasser ces clivages entre ces deux plateformes pour pouvoir justement accompagner au mieux une information vérifiée
éduquer aux médias, éduquer à l'information, qui est de plus en plus aujourd'hui déchiffrer des orientée. sources, s'interroger sur les sources. Absolument. Ça, on sait à quel point c'est important. L'esprit critique. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Marie Morel, au dessin, s'il vous plaît? Pascal Praud va peut-être subir un grand remplacement qu'il n'avait pas prévu. Il a pompé toutes mes fiches. Excellent. Merci à vous, Marie. C'est l'heure de la une internationale. C'est celle du quotidien jamaïcain, le Daily Observer, qui revient sur les dégâts historiques causés sur l'île par l'ouragan Melissa, avec des vents records de plus de 300 km/h. Et alors que Donald Trump s'enfonce dans un climato-scepticisme, une étude du Collège impérial de Londres, une des meilleures universités du monde, révèle que le changement climatique a clairement rendu l'ouragan Melissa, je cite, plus puissant et plus destructeur. La probabilité d'une telle catastrophe est désormais 4 fois plus grande que dans un monde qui serait à l'abri du réchauffement, avec donc de terribles conséquences matérielles et humaines. Géraldine Meusner, face à la violence de tels épisodes, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut encore réagir? Est-ce que vous croyez aux solutions techniques, par exemple? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut prendre toutes les solutions qui se présentent en réalité, qu'elles soient de changement de comportement, qu'elles soient technologiques, techniques, différentes selon les territoires, etc. Là, à l'ouverture de la COP 2030, on va quand même se poser la question de l'adaptation et des montants qu'on y consacre. Et pour vous donner juste un ordre de grandeur, l'an dernier, globalement, on y a consacré 28 milliards d'euros. C'est ridicule. C'est des sommes, mais à quoi, 28 milliards? Pour l'adaptation au changement climatique dans le cadre des engagements des pays riches. On sait qu'il faudrait au minimum 300 milliards par an. Là, 28 milliards, enfin, je ne sais pas si on se représente, il n'y a même pas de quoi équiper en tracteur 1% des paysans africains. Donc l'adaptation devient une urgence en même temps que l'atténuation des émissions. Et vous parlez du mot d'atténuation, Pierre Jacquemin, c'est un vocabulaire extrêmement important parce que d'un côté, on parle de l'adaptation, comment faire face au changement climatique, renforcer des maisons, mettre des digues, etc. Et l'atténuation, ça veut dire infléchir le réchauffement climatique en cours. Or, le président de cette COP30, lui, insiste d'ores et déjà sur l'adaptation, comme si finalement le réchauffement climatique il était déjà considéré comme inéluctable, comme s'il fallait agir davantage sur les conséquences que sur les causes. En plus, la COP a lieu au Brésil cette année et on se rend compte que, je crois, il y a une étude qui vient de montrer qu'il y a plus de 11% de la forêt amazonienne qui a encore été réduite cette année 2025. Et ça veut dire qu'on continue dans tout ce qu'il ne faut pas faire, justement, en matière de, non pas d'adaptation, mais de politique et qui ont vocation, justement, à réduire, justement, l'impact climatique. Et vous ne croyez pas au progrès, comme Géraldine Alors, le progrès peut être sans doute utile à un instant T où il faut lutter contre des phénomènes comme cela, mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit le moteur justement d'un changement de nos habitudes, de nos politiques, de nos pratiques quotidiennes. On parlait de Trump et Xi Jinping tout à l'heure, on parle d'une accumulation permanente de la croissance, de la permanence de l'activité, et je pense qu'il faut décroître l'activité. Et je pense que ça ne peut passer que par la décroissance de notre activité humaine, que ce soit les transports, que ce soit la production. Bon, Paul Menin, il n'est pas d'accord, mais il n'aura pas le temps de le dire. Il n'est pas d'accord, mais vous avez 10 secondes. Les réponses techniques ne font que retarder l'échéance du déclin absolu de notre propre vie humaine, en plus, sur cette planète. J'allais dire que les réponses techniques seules et d'adaptation ne suffisaient pas, et que si on voulait vraiment agir, et ça fait le lien avec notre débat de tout à l'heure sur Trump et Xi Jinping, il fallait aller vers une mécanique non pas forcément de décroissance, mais de démondialisation. Parce que la mondialisation des flux, toujours plus de capitaux, toujours plus de matières premières, etc., ça dévaste la planète à grande échelle et très rapidement. Et surtout, c'est notre activité à nous, le pays du Nord, qui impacte les pays du Sud. La parole est à Marie Morel, s'il vous plaît. Donc, d'après les scientifiques, le prochain ouragan de ce genre-là aura lieu d'ici 1700 ans. Ça laisse largement le temps de franchir les 2 dernières limites planétaires. Heureusement qu'on a dépassé que 7 limites planétaires sur 9. Voilà. Merci Marie. Deuxième actualité, Frédéric, ce soir, la France qui pourrait taxer les multinationales. Et est-ce la solution aux problèmes budgétaires de la France? Beaucoup de députés semblent le croire, une majorité d'entre eux en tout cas, qui a voté une série de mesures qui alourdissent l'impôt des grands groupes globaux aux grandes dames du ministre de l'économie, Roland Lescure. La France qui fait un bras d'honneur à 125 pays, bravo. La France qui tire une balle dans le pied des entreprises françaises qui rayonnent à l'étranger, bravo. La France qui attire des entreprises en France, bravo. On vivra pauvre, on vivra seul, mais au moins on aura voté un bel amendement, bravo.
Voilà, Roland Lescure, très motivé. Il a de la verve à la tribune, très agacé visiblement par ces nouveaux impôts sur les multinationales. Paul Melun, le gouvernement craint une perte d'attractivité de la France à la suite de ces impôts. Il craint aussi des mesures de rétorsion de Donald Trump, puisque vous savez qu'on a voté une nouvelle taxe sur les géants du numérique, qui sont pour l'essentiel américains. Taxer les multinationales, selon vous, c'est pertinent ou c'est démagogique ? Il y a un point sur lequel le ministre n'a pas tort. Il cite 125 pays. Il y a effectivement 125 pays qui contiennent des multinationales pour certains d'entre eux, avec lesquels on a des accords fiscaux. Donc si on envoie tous ces accords aux orties du jour au lendemain, vous pensez bien que ça ne va pas être sans conséquences. De surcroît, il est aussi question de taxer des multinationales, parfois françaises, LVMH, L'Oréal. Donc ces multinationales-là, ce n'est pas que des vilains capitalistes qui ponctionnent dans la poche des Français, c'est aussi des gens qui accessoirement font du business en France, embauchent un certain nombre de gens et créent de la richesse. Donc ce dont on a besoin, à mon avis, c'est plutôt d'un État stratège et d'une politique économique forte qui défende la souveraineté nationale et ses intérêts à l'étranger, plutôt qu'une politique qui sape les outils de sa croissance et de sa compétitivité. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec le ministre. Après, le problème, si vous voulez, c'est que ça fait partie de ces solutions un peu démago. Tout le monde déteste les multinationales, donc on dit on va prendre dans leur super profit, et forcément, ça crée une sorte de débat où on dit oui, c'est formidable, alors que non, ça ne résout rien à long terme. Pierre Jacquemin, quand même, au vu du déficit, est-ce qu'on n'a pas raison d'aller chercher l'argent là où il se trouve ? Si, et vous voyez, il y a un débat en ce moment sur la taxe Zuckman, la taxe Zuckman Light. Moi, j'ai envie de dire, il faudrait presque les deux. C'est-à-dire qu'on a un tel niveau de déficit, je sais que ça allait plaire à Géraldine, c'était évident, mais on a un tel niveau de déficit, on a un tel niveau de besoin. On voit bien que nos services publics aujourd'hui sont tellement dans une difficulté absolue qu'on a besoin de ramener de l'argent dans les caisses de l'État. Il faut avoir en tête quand même que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est près de 500 milliards d'euros qui sont manquants dans les caisses de l'État parce qu'on a déduit des caisses de l'État des charges qui pesaient sur les entreprises. Donc il faut faire revenir de l'argent dans les caisses de l'État, que ce soit Zuckman, pas Zuckman, machin, etc. Il faut qu'il y ait de l'argent qui revienne dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même qu'on dit les Français, ils ont la haine des riches. Non, c'est une soif d'égalité. Je pense que les Français ont une soif d'égalité. Ils ont un besoin de justice sociale. Et quand j'entends aujourd'hui les députés nous expliquer qu'il vaut mieux faire payer l'effort sur les Français, sur les médicaments, sur le gel des retraites, le gel du revenu des retraités, le gel des loyers, enfin des aides de loyer, qu'il faudrait faire payer ça sur les Français, alors que déjà ils ont du mal à vivre bien. Quand on voit aujourd'hui les super profits qui aujourd'hui ne cessent d'augmenter, mais enfin je veux dire les richesses. Parole à la défense. Non, mais les richesses n'ont jamais cessé d'augmenter. Donc à un moment donné, oui, cette phrase, il faut aller chercher l'argent là où il est, évidemment. Justice sociale, justice fiscale. Non, mais déjà sur cette mesure de 26 milliards, c'est une mesure de communication politique. Ça n'est pas une réforme fiscale, il faut que chacun en ait quand même conscience. Quand vous parlez, mais ça ne se fera pas et ça n'a jamais été l'objectif. Les socialistes vous le disent, on dit non mais on sait bien que c'est... Ben oui, et il y a 125 conventions fiscales qui interdisent la double imposition. Donc on va pas... Voilà, ça n'arrivera pas. C'était fait pour occuper le terrain, pour peut-être obtenir des négociations avec le gouvernement des cornus sur d'autres aspects fiscaux, que ce soit mais sur le fond, sur le fond, on est quand même dans un grand mensonge. On est dans un grand mensonge. Notre problème, il n'est pas un problème d'injustice. Aujourd'hui, je suis désolée, il y a toujours des injustices, évidemment. Mais aujourd'hui, après redistribution, les 10% les plus riches, qui gagnaient 18 fois plus que les 10% les plus pauvres, après redistribution, ça tombe à 3. Le rapport est de 1 à 3. Vous trouverez peu de pays dans le monde. Donc il y a déjà la redistribution suffisante pour égalitaire. Le problème, c'est un problème démographique. On a un problème démographique. Voilà. On n'est pas assez nombreux, il n'y a pas assez de jeunes pour financer les retraites des plus âgés. On vit à crédit et il n'existe pas. Non, mais pas ça. Non, on n'y arrivera pas. Il n'existe pas aujourd'hui de budget qui ne fera pas souffrir des gens. Ça n'existe pas. J'aimerais pouvoir le dire. Géraldine, en proportion, on voit bien qu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle les ultra-riches payent 2 fois moins d'impôts que vous et moi. 10 mois à parler des 1800 familles. C'est ça qui rapporte entre 20 et 25 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Paul, la parole à Paul, si vous plaît. Non, si vous dites quand même sur la redistribution, elle n'est pas suffisante quand même, non, mais si vous voulez, on a érigé l'État-providence quand notre pays se portait bien, pendant les 30 Glorieuses, quand nos entreprises se portaient bien, quand on exportait, quand on gagnait de l'argent et quand on avait un État stratège. Aujourd'hui, on a une économie qui est très faible, qui est déclinante. On en a parlé tout à l'heure avec l'Europe. Comment voulez-vous avoir un modèle social qui tient dans une économie déclinante ? Donc si vous voulez avoir un modèle social qui fonctionne, il faut d'abord se soucier d'une bonne politique économique et donc travailler sur notre balance commerciale, travailler sur la réindustrialisation,
récession, travailler sur des mesures de protectionnisme qui peuvent permettre à l'Europe de produire et sans être concurrencée n'importe où. Le problème, c'est que ça nécessite un peu moins de paresse intellectuelle que le vieux débat du genre plus ou moins d'impôts qu'on nous sort à chaque fois. Donc la gauche, le levier n'est pas fiscal. Le levier n'est pas fiscal. Le levier n'est pas fiscal. C'est une facilité intellectuelle de gauche, un peu classique, de dire il suffit de prendre aux riches et puis vous verrez comment ça ira mieux. Mais même la taxe qui est proposée par le gouvernement, qui consiste à faire payer 2% aux plus riches aujourd'hui, elle est de 20%, non, elle est de 0,64% aujourd'hui en France, et le gouvernement propose de l'amener à 2%, ce qui est plutôt déjà une bonne chose. Elle est de 20% aux États-Unis. Je veux dire, on est quand même dans une marge exponentielle et importante qui, quand même, permettrait de mettre de l'argent dans les caisses de l'État pour payer le service public. On va donner la parole au feutre, s'il vous plaît, de Marie Morel. Ce qui est bien avec Emmanuel Macron, c'est qu'on n'a même plus à trouver de blagues. Faut-il taxer les multinationales ou là non, c'est bien plus simple de taxer les pauvres. Voilà, c'était l'avis, c'était l'édito de Marie Morel. Merci Marie. C'est à vous Natacha pour votre point com de la semaine. Un nouveau spot mondial pour les selfies. C'est pas très glorieux pour les Français. 15 jours après ce cambriolage qui continue d'affoler les réseaux sociaux, en cette période de forte affluence avec les vacances, celle qui a piqué la vedette à la Joconde, c'est elle, la fenêtre par laquelle les cambrioleurs sont passés. Alors on a cette fenêtre fracturée avec sa planche en bois qui est relativement quelconque et qui est devenue une nouvelle attraction touristique. Les visiteurs se pressent côté quai de Seine pour la photographier, faire des selfies, même depuis les bateaux-mouches. Et on a donc sous les yeux la fenêtre la plus connue de France. So guys, basically, the Louvre got stolen from there, yeah? They had some like construction thing and stuff like that, and they broke it from that window. Oh my days. I couldn't go today because of them. Le cliché de l'accordéon. Oui, tout est là. Fenêtre iconique, mais comme ces braqueurs qui sont eux aussi en train de devenir des symboles de la culture populaire, puisque cette semaine sur TikTok et Instagram, Halloween se préparait. Et le déguisement que vous verrez peut-être ce soir, c'est le costume de cambrioleur. C'est facile, un gilet jaune, une cagoule noire, une grosse couronne, comme celle de l'impératrice Eugénie. Et vous serez prêt, Benjamin, ce soir pour les festivités. C'est déjà fait, hein, j'étais dans mon arbre. Voilà, comme le disent ces internautes, merci aux voleurs du Louvre pour ces costumes d'Halloween parfaits. C'est un post qui a été liké plus d'1 million de fois. Et même côté maquillage, on voit que le braquage inspire les internautes. Pour ce soir, voici un tuto pour reproduire les bijoux estimés à 88 millions d'euros. Il vous faudra juste 10 heures devant vous et un bon coup de pinceau. Ça ira. Et ce phénomène, il est loin de s'essouffler, hein, Natacha. Oui, parce qu'on n'a toujours pas remis la main sur ces bijoux. Et hier, de nouveaux suspects ont été arrêtés. En tout, 7 personnes ont été interpellées, dont 3 du commando. Mais le 4e braqueur est toujours en train d'être recherché, ainsi que le commanditaire du casse. Donc on peut parier sur le fait que ce casse du siècle va encore nourrir les imaginaires pendant un certain temps. Alors depuis le 19 octobre, l'incident est un peu une usine à blagues. Alors je vous ai préparé une petite sélection, petit best-of. On a cette punchline du conte humoristique Christophe Castagnette. En 2025, c'est plus facile de piquer des bijoux au Louvre que des steaks chez Auchan. On a vu des canulars qui s'invitaient en plein direct sur la télé belge. On peut saluer le professionnalisme de notre confrère flamand. On a aussi vu des fausses publicités pour Playmobil, mais avec ce kit de braquage du musée parisien. Cambrioler le Louvre. Rentre au Louvre comme si c'était chez ta mère. Wow. Et repars avec les bijoux de Napoléon en T-Max. Trop stylé. Cambrioler le Louvre, c'est toi qui inventes l'histoire. De fausses publicités, mais aussi de vraies publicités, comme l'entreprise allemande Bocker, le fabricant du monte-charge utilisé pour le cambriolage, qui en a profité pour faire sa pub avec ce slogan « Quand il faut faire vite ». Alors Paul Melun, comment ça s'explique un tel phénomène de masse ? Écoutez, je pense que le nombre de blagues est à la mesure de l'impact et de l'onde de choc qu'a eu cet événement pour le monde entier. Et moi, je le vivrai, ça va vous paraître un peu bizarre, de façon quasiment positive, parce que ça veut dire que la France a encore quelque chose dans le monde, qu'on se soucie encore de ce qui se passe en France. Et le parallèle, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Notre-Dame de Paris. Pas au même niveau, bien sûr, mais dès qu'il se passe quelque chose en France, Paris est une ville tellement emblématique du monde que tous les regards sont rivés sur ce qui se passe ici. Le Louvre, c'est un truc, on a l'impression d'être revenu en 1911 avec la Joconde, et pendant quelques heures, pendant quelques jours, tout le monde va se prendre de passion pour ce qui se passe à Paris, avec ses accordéons et la Seine. Donc moi, c'est peut-être le seul truc positif que je retire de cet événement tragique. Et vous avez fait votre propre selfie devant la fenêtre? Moi, je fais des selfies surtout dans ma glace, dans ma salle de bain le matin. Ça, vous savez. Alors, Marie Morel, s'il vous plaît, pour illustrer cette actualité.
une nouvelle œuvre exposée au Louvre. Ceci n'est pas un casque du service public. Ah, quel bel hommage. Merci beaucoup, Marie. C'est l'heure de notre invité de la semaine, François Tuchel. Bonsoir à vous, installez-vous. Merci d'être avec nous ce soir dans 28 minutes. Merci de m'accueillir. Alors, vous êtes pilote de ligne et vous venez de terminer une enquête de 4 ans pour nous révéler dans ce livre, même les poissons volent, ce que vous avez transporté pendant des années dans vos soutes, sans toujours d'ailleurs le savoir. Et c'est pour le moins varié. Qu'est-ce qui a été la marchandise la plus improbable que vous avez transportée et encore aujourd'hui, vous n'en remettez pas? La plus improbable, je ne saurais pas dire. Il y a tellement de choses très diverses et variées. Ça peut être des vaches, par exemple, pour le cheptel de la Réunion, refournir le cheptel de la Réunion. Mais bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Mais des vaches en quantité, vous voulez dire? Il y en avait plusieurs? Bien sûr, ouais, une trentaine de vaches. Mais ça, c'est dans des avions cargo, donc des avions spécifiques. Oui. Mais sinon, l'essentiel des marchandises voyage dans les avions passagers de concert avec les valises. Et donc... Et vous savez toujours ce que vous transportez ou pas dans ces cas-là? Quand vous avez les passagers et qu'en dessous, il y a des choses en soute, est-ce que vous êtes informé? Non, on est informé des ce qu'on appelle les marchandises dangereuses, qui sont très réglementées. Tout ce qui est fret radioactif, par exemple, ça c'est vrai que les gens l'ignorent, mais par exemple, dans nos territoires d'outre-mer, il y a des hôpitaux qui soignent des cancers. On fait des scintigraphies, et pour ça, eh bien, il faut des molécules radioactives qui sont produites dans quelques réacteurs nucléaires dans le monde et qui sont acheminées dans les grands aéroports, dont Roissy-Charles de Gaulle, et qui ensuite partent vers nos territoires d'outre-mer. La responsabilité est énorme. Et alors, ça vous a fait prendre conscience aussi du coût écologique de certaines marchandises transportées. Par exemple, les roses. Dites-nous d'où elles viennent, les roses. Alors, on a un des plus gros producteurs de roses, c'est le Kenya, sur la ceinture équatoriale, en Afrique, mais également en Amérique du Sud. On arrive à reproduire un climat tempéré avec l'altitude. Et donc, c'est vrai que chaque semaine, les chiffres sont assez hallucinants. C'est 5500 tonnes de roses qui s'envolent, de fleurs, qui s'envolent depuis le Kenya vers Aalsmeer, qui est le centre du monde des roses, comme était aux Pays-Bas, l'archipel des Moluques à l'époque des épices. Et vous êtes allé à la rencontre de ces producteurs de roses, c'est ça aussi? Oui, voilà, en fait, vous allez à la rencontre de ceux qui produisent ce que vous transportez. C'est ça, c'est ce qui m'a intéressé, c'est surtout les visages de ces marchandises, mettre des visages, des histoires humaines derrière tous ces produits. Et donc, j'ai essayé d'aller au bout de la chaîne. Et pour la rose, notamment? Voilà, pour la rose, j'ai rencontré cette ouvrière, Topister, qui vient d'une région très pauvre du Kenya et qui a un peu gravi les échelons dans son entreprise pour acquérir plus de responsabilités et dont l'histoire m'a beaucoup touché, effectivement. On parle de rose, mais vous évoquez aussi les mangues. Elles n'ont pas le même goût en avion et en bateau. Pourquoi? Oui, alors ça, je l'ai appris à Rungis, qui est un marché, le plus gros marché de gros alimentaires au monde. C'est quelque chose d'assez incroyable aussi, Rungis, où il y a des spécialistes de la mangue avion, des spécialistes de certains produits. Alors effectivement, après, il y a peut-être un côté marketing, mais c'est vrai que la mangue qui a été cueillie 3 ou 4 jours avant n'aura pas le même goût que la mangue qui a voyagé pendant 3 semaines dans un conteneur en bateau. Et en même temps, on se dit qu'il doit y avoir une prise de conscience écolo chez vous. Quand vous voyez tout ça, vous vous dites, bon, je consomme beaucoup de carburant et en plus, je transporte des marchandises qui vont d'un bout de la planète à un autre et après se retrouvent sur les étals. Oui, c'est le point de départ de mon enquête. C'est une quête de sens aussi, savoir quelle est ma place dans ce manège. Mais je dirais que ça nous renvoie à nos habitudes de consommation et à notre pouvoir de consommateur. Dans un monde où la décroissance n'est pas vraiment à l'ordre du jour, on en parlait ce qui nous reste, c'est nos choix et le fait d'acheter ou de ne pas acheter des produits de saison, des produits qui viennent loin. Un des objectifs de ce livre, c'est justement d'éclairer un petit peu nos consciences pour qu'on sache... tout ce qui se cache derrière ces produits. Vous avez le droit de vous opposer à des marchandises qui arrivent dans votre avion? Oui, parce que le commandant de bord est responsable du chargement et effectivement, il a le droit de refuser des marchandises. Après, il faut avoir un peu des billes. Si je refuse parce que simplement ça ne me plaît pas, on risque de me demander des comptes. Mais après, en théorie, oui. Et ça nous arrive aussi de débarquer pour des raisons opérationnelles liées à la charge, au poids de ces marchandises, d'être parfois limité. Donc, effectivement, on débarque certains produits parfois, oui. Et là, vous les choisissez éventuellement s'ils ne vous plaisent pas? Pas sûr. Plus ou moins. Paul. Oui, moi, ce qui m'intrigue, c'est plus votre perception du voyage. En tant que pilote de fret, vous devez parcourir des milliers de kilomètres dans votre vie. Vous avez dû parcourir des milliers de kilomètres. On a l'image un peu d'Épinal de Saint-Exupéry. Mais finalement, quelle perception du voyage et quelle perception de la lenteur ça vous donne?
Alors, la perception de la lenteur, j'ai eu l'occasion de la tester lors d'un précédent voyage où j'ai suivi la ligne aérienne à vélo entre Canton et Paris, qui m'avait pris 8 mois au retour et 12 heures à l'aller. Mais effectivement, c'est l'une des conclusions du livre, c'est que tout revient finalement à notre rapport au temps. On est dans une espèce d'accélération permanente aujourd'hui, comme une sorte de fatalité qu'aurait l'espèce humaine à aller toujours plus vite. Et l'avion est un peu l'outil ultime de déplacement des flux physiques, l'avion à réaction. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à plus de lenteur et qu'on qu'on réapprenne finalement à prendre son temps. Mais je ne sais pas si nos contemporains sont prêts à faire le virage que cela implique. Eh ben, en tous les cas, peut-être qu'ils le feront, ce virage, en vous lisant. Même les poissons volent, François Suchel, en quête d'un pilote au cœur du fret aérien. Merci beaucoup, d'être venu nous rendre visite dans 28 minutes. Et regardez, un dessin de Marie qui s'est inspiré, bien sûr, du titre de votre livre, Marie. La police avance à grands pas sur l'enquête du casse du Louvre. Apparemment, les poissons volent. Je sais que c'est toi, le Louvre. Balance tes complices. Ah bah oui, dis donc, il est tout penaud en plus. Il a quelque chose à se faire reprocher. Et c'est le moment de l'histoire de la semaine avec Frédéric Pommier. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et vous revenez sur ce mariage hors du commun qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, l'un des monuments les plus visités du pays, qui dans le passé a vu s'unir pléthore de têtes couronnées, la reine d'Écosse, Marie Stuart, et François II de France, Henri IV et Marguerite de Valois, comme Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Par la suite, il est arrivé qu'on célèbre également des mariages privés dans la cathédrale, mais aucun ne s'y était déroulé depuis maintenant 30 ans. Notamment à cause de la présence des touristes. Pourtant, samedi dernier, c'est ici que se sont mariés Jade et Martin Lawrence. Jade est médecin généraliste, elle a 32 ans. Martin en a 40. Il est charpentier. Et il compte parmi les 2000 ouvriers et artisans qui ont œuvré à la reconstruction de l'édifice dont le toit a été partiellement détruit par le terrible incendie de 2019. Martin Lawrence, j'ai pu échanger avec lui au téléphone hier. Il est né en Lorraine et il est devenu charpentier en 2004. 7 ans plus tard, il rejoint le collectif monté par l'un de ses amis dans le Périgord noir, les Copacabana. On aime bien. Une association de charpentiers traditionnels spécialisée dans les structures en bois de brun, mode de construction qui consiste à équarrir les arbres avec des haches, comme on le faisait au Moyen-Âge, comme le faisaient ceux qui ont édifié Notre-Dame. Et c'est précisément pour ce savoir-faire ancestral qu'ils ont été choisis pour intervenir sur le chantier de la cathédrale, où pendant 3 ans, ils ont également formé des dizaines d'artisans, notamment dans un vaste atelier à Angers, où, m'a expliqué Martin, il a donné jusqu'à 26 000 coups de hache par jour. Et c'est là, au début du printemps 2023, qu'il a eu une révélation, l'envie de se marier à Notre-Dame de Paris. Se marier avec Jade, qu'il a rencontrée à Chamonix en 2018, alors qu'ils faisaient tous les deux de l'escalade. Enfin, ce n'est pas le mot « rencontre » qu'il emploie. Martin parle de retrouvailles, comme s'ils s'étaient toujours connus, comme si c'était une évidence. Aujourd'hui, ils vivent entre Grenoble et Chambéry, et Jade, ça lui a beaucoup plu, le projet dont lui a parlé Martin. Alors il a écrit une lettre à l'archevêque de Paris. Il a fait part de sa demande et contre toute attente, à titre exceptionnel et en remerciement des services rendus, l'archevêque a dit oui. Martin et Jade ont donc pu se dire oui, eux aussi, devant 500 personnes et une foule de visiteurs. Ulysse, leur petit garçon, était au premier rang avec leur famille. Et derrière, des dizaines de frères charpentiers, comme même les appelait Martin. C'est Monseigneur Ribado qui a célébré la messe et il a commencé par ces mots, Martin, cette cathédrale, tu la connais bien, tu la connais de haut, te voilà en bas. Puis, peut-être était-ce au moment de l'échange des alliances, un rayon de soleil a traversé les vitraux. Tout était magnifique, m'a confié Martin, évoquant une cérémonie aussi impressionnante et grandiose que douce, parce que j'avais l'impression d'être à la maison. Ensuite, il y a eu la liesse sur le parvis, les applaudissements, et puis la haie d'honneur des amis et collègues, hache à la main brandie dans le ciel parisien. Alors, un charpentier, le métier du Père de Jésus, qui se marie à Notre-Dame, cathédrale dédiée à la Mère de Jésus, après avoir œuvré pour qu'elle renaisse de ses cendres, on dira qu'on a là tous les éléments d'un merveilleux conte de fées. D'ailleurs, Martin le reconnaît,
Samedi, avec Jade, ils ont eu l'impression de vivre dans un conte. Depuis, ils ont un peu du mal à toucher terre, mais commencent à penser à leur voyage de noces. Ce sera l'année prochaine. Ils n'ont pas encore choisi leur destination. On verra bien. Vive les mariés. Et merci Frédéric Pommier. Et ça inspire un des siens à Marie Morel, bien sûr. Ouais, Martin est très content. Il dit « J'aurais jamais rêvé de me marier en si belle compagnie ». Mais ma femme était pas mal non plus. Voilà. Bien. Attention aux flammes de la passion. Merci Marie. Cher Clovis, c'est l'heure de vos photos. Vous avez choisi une photo qui illustre un autre sujet d'actualité cette semaine. Et on commence avec vous, Géraldine Wössner, avec cette photo de la Première Dame, de Brigitte Macron. Mais oui, la Première Dame qui affrontait cette semaine un procès lunaire contre les harceleurs qui lui pourrissent l'existence depuis des mois en la prétendant homme. Alors, je ne vais pas revenir sur l'affaire, tout le monde, je pense, en a entendu parler aujourd'hui, ce qui est assez terrifiant en soi. C'était impressionnant ce procès parce que 10 personnes comparaissaient et on a eu alors vraiment le florilège, le gratin du conspirationnisme. Ça allait, enfin vous dites, une rumeur qui est née dans la fange d'une publication d'extrême droite qui va gagner l'extrême gauche, les antisémites, traverser l'océan pour faire florès aux États-Unis. Et on avait les dingues authentiques, des vrais conspis, et aussi tous les opportunismes de ce type de crime, ceux qui gagnent de l'argent avec, qui vous vendent du complot comme vous vendez des statues de la Vierge, ceux qui en font un commerce politique pour coincer et assouvir leur vengeance d'Emmanuel Macron et des élites politiques. Jugement début janvier. Le 5 janvier. 5 janvier. Merci à vous. Rien à voir, Pierre-Jacques Massas, c'est un hommage, votre photo, à Ziad et Bouna. Ziad et Bouna qui sont morts il y a 20 ans, effectivement, après une poursuite par la police à Clichy-sous-Bois. Ils sont morts électrocutés dans un transformateur. Et j'ai choisi cette photo parce que 20 ans plus tard, on a le sentiment que rien n'a changé. Selon le média en ligne Basta, 562 personnes sont décédées à la suite d'une interpellation. Ça doit nous interroger quand même sur la manière dont fonctionne la police, sur ce que fait la police. Non pas pour blâmer toute la police, mais pour interroger sur le mode de fonctionnement. D'ailleurs, la France a été épinglée à 3 reprises par l'ONU comme le pays européen ayant le plus de nombre de personnes tuées ou blessées par des agents de la force publique. Voilà, on peut les compter par dizaines. Je l'ai dit, les chiffres, aujourd'hui encore, il y a encore des morts par la police. Il ne s'agit pas de blâmer toute la police, il s'agit de réinterroger le fonctionnement de la police. Je pense que c'est absolument important. Il y a des familles qui sont en deuil. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec la famille de Naël, notamment. Je pense que c'est extrêmement important de repenser, de refonder la manière dont fonctionne notre police. Et ça a inspiré, merci Pierre, un dessin à Marie Morel. 20 ans plus tard, heureusement, ça a changé. Maintenant, on n'a plus besoin de leur courir après. Merci Marie. On finit avec vous, Paul Melun. Alors vous, c'est une photo de Javier Milei, un triomphant. Ah ben regardez comme il a l'air heureux, la bouche grande ouverte. Il a laissé sa tronçonneuse au vestiaire, Monsieur Milei, mais il a l'air très content parce qu'en fait, il a gagné les élections législatives alors qu'on le donnait perdant. On nous disait que ça allait être difficile et il semblerait que là, ce mi-terme qui est très important vienne valider quelque part de façon populaire sa politique avec un certain nombre de succès économiques. Baisse de l'inflation, hausse de la croissance, baisse de la dette, un bilan économique qui pour le coup nous ferait pâlir de honte, nous en Europe, face à lui. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette victoire, c'est que j'aime bien regarder comment évoluent tous ces grands populistes dont on nous a dit que ce serait une catastrophe totale, du genre Giorgia Meloni en Italie, Donald Trump aux États-Unis, et de voir si le peuple valide une fois qu'ils ont été élus. Et là, il semblerait qu'il ait une validation. Donc ça doit nous appeler, je pense, nous, démocratie, à ne pas regarder ce type de régime seulement à l'angle du mépris. On peut les contester, moi je le conteste sur à peu près tout, mais en tout cas, de nous interroger nous-mêmes sur nos dysfonctionnements et sur ce qui peut fonctionner, en l'occurrence, outre-Atlantique. Merci Paul, on en a parlé cette semaine dans 28 minutes, on en reparlera bien évidemment dans les semaines à venir. C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous en théorie. En théorie donc, pour maigrir, il faut faire un régime. Mais pour la pratique, mieux vaut écouter Aurore Vincenti. En théorie, si on fait un régime, on maigrit. Vous les voyez nous raconter en short moulant ou en bikini qu'il n'y a pas de secret. Un bon régime assaisonné de vinaigre de cidre et hop, nous aurons accès au Saint Graal, un corps digne de se montrer. La culture des régimes amincissants n'est pas uniquement soutenue par les faux docteurs influenceurs et autres Weight Watchers, mais aussi par la médecine. Quand on est en surpoids ou obèse, une des premières préconisations médicales, c'est le régime restrictif. Si vous êtes gros, c'est forcément que vous avez un gros coup de fourchette. Allez, c'est qu'une question de bonne volonté. Eh oui, madame, va falloir faire un petit effort. Brocoli, jus de citron et graines de chia. Mais en réalité, est-ce que ça fonctionne, les régimes ? Alors oui, le régime, ça fonctionne surtout pendant qu'on se prive. Mais pour combien de temps ?
c'est plus souvent une solution miracle qui fait regrossir. La privation de nourriture stresse l'organisme qui d'une part stocke pendant et reprend après. C'est ce qu'on appelle le rebond pondéral. Notre organisme est bien fichu, il sait bien que le gras c'est la vie, parce qu'il constitue nos réserves énergétiques et produit quantité d'hormones. Donc le corps défend manu militari ce tissu adipeux quand on l'attaque par surprise. Et bien souvent, la reprise de poids est supérieure à ce qui a été perdu. C'était pourtant pas l'objectif. C'est ainsi qu'ayant repris, on se remet au régime et on tombe dans la spirale du fameux effet yo-yo, qui en plus d'être déprimant et de stimuler nos résistances à l'amaigrissement, est très mauvais pour la santé. Notre poids ne dépend pas uniquement de notre façon de nous nourrir, bien au contraire. C'est le fruit d'un savant complexe de facteurs génétiques, épigénétiques, environnementaux, psychologiques, sociologiques. Dire que ce n'est qu'une question d'assiette et de volonté, c'est juste une façon de stigmatiser et de culpabiliser. Dans bien des cas, et la recherche est formelle sur ce point, le régime fait prendre du poids. Alors, si c'est prouvé, on peut se demander à qui profite le crime ? Sur ce vaste marché de la minceur, quand on tente péniblement de maigrir, il y a forcément quelqu'un dont ça fait grossir la tirelire. Merci Aurore, merci à vous les amis autour de cette table et merci à toutes celles et ceux qui préparent cette émission et bien sûr merci à vous pour votre fidélité. On compte sur vous aussi demain 20h05 pour le Club international de 28 minutes samedi et comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité pilote de ligne. Ça plane pour moi bien sûr de Plastique Bertrand. À demain, tchuss. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quelle panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit tant